L'Hebdo Politique. Bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Politique, votre rendez-vous du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78, épisode 216. Mon invité ce soir est la vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, Pauline Vinocourt-Lefebvre. L'Hebdo Politique. Pauline Vinocourt-Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, en charge de l'agriculture, de la ruralité, de l'alimentation et des circuits courts. Ce week-end, s'est ouvert Porte de Versailles, le traditionnel salon de l'agriculture. Dans les Yvelines, les terres agricoles représentent 39% du territoire, ce n'est donc pas rien. Le salon de l'agriculture, c'est l'occasion de mettre en avant ce secteur, de le faire connaître davantage. Oui, le faire connaître davantage, non, il est bien connu. J'avais en tête 42% des terres agricoles, il me semble, et il est bien connu. C'est surtout l'occasion de réaffirmer, s'il en était besoin, que les Yvelines sont un territoire majoritairement rural, d'un point de vue rural et agricole, oui, d'un point de vue géographique. Que c'est une activité économique extrêmement importante pour le département des Yvelines et de réaffirmer tout notre soutien aux agriculteurs et à leur activité. Le département sera présent au salon de l'agriculture. Oui, le département sera présent. Il y aura un stand Yvelines Hauts-de-Seine. Les deux départements sont très complémentaires dans le domaine agricole. Pourquoi un stand commun au salon de l'agriculture ? Alors, dans un premier temps, les Yvelines ont démarré seules, et puis il y a eu ce projet de rapprochement Yvelines-Hauts-de-Seine avec une mutualisation d'un certain nombre de nos politiques, et à partir de ce moment-là, la décision a été prise d'avoir un stand commun au Salon de l'Agriculture. Il y a une forme de... Alors, complémentarité, je ne sais pas, parce que les Hauts-de-Seine ne sont pas un département agricole. En revanche, il y a des synergies à mettre en œuvre, c'est-à-dire que nous avons le foncier, nous avons les agriculteurs et les productions, et les Hauts-de-Seine ont un bassin de consommateurs important. Et je pense notamment à ce que met en œuvre le département en matière de circuits courts dans les cantines de nos collèges. On souhaite que nos collégiens, c'est dans le cahier des charges que nous avons signé avec la société qui exploite les cantines de nos collèges, nous souhaitons que dans les assiettes des collégiens, il y ait des produits yvelinois. C'est quelque chose qu'on est en train de déployer dans le département des Yvelines, et le département des Hauts-de-Seine a des collèges, des collégiens à nourrir, et la même demande. Alors ça pourra pas être des produits alto-séquanais, puisqu'il n'y a pas de production ou à la marge des productions maraîchères dans les Hauts-de-Seine. En revanche, il y a des vrais partenariats à construire. Alors vous avez parlé de mutualisation des politiques des deux départements. Où ça en est aujourd'hui ? Ça continue d'avancer. Nos services, notre direction des mobilités est commune, par exemple, pour ce qui est de la gestion de nos routes départementales. Il y a un établissement d'accueil d'adultes handicapés qui a vu le jour au Mureau et qui est porté par nos deux départements. Voilà, un certain nombre de choses se mettent en œuvre progressivement, à chaque fois que c'est opportun, que c'est plus efficace. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de votre enfance, adolescence, au salon de l'agriculture ? De mon enfance, adolescence, non, mais des récentes visites que j'ai pu y faire depuis que je suis élue, oui. Je suis toujours très frappée par l'utilisation qu'on peut faire des nouvelles technologies en agriculture. Je trouve ça absolument fascinant. Et donc, pour vous donner un exemple, quand il y a une technique de traitement pour les maïs, pour détruire la pyrale du maïs sans utiliser de produits phyto, c'est toujours un peu technique. On utilise des larves de trichogramme qui vont pondre dans la larve de la pyrale. Donc, les agriculteurs qui font ça, alors c'est dans des process déjà raisonnés ou de lutte biologique. Les agriculteurs qui font ça ont des petites plaquettes avec les larves à différents stades de maturité qui vont déposer dans les maïs. Donc, vous voyez la taille d'un champ de maïs, il faut tous les X mètres aller déposer sa petite tablette, la clipper sur la plante. Et c'est tout à fait biodégradable. Et au salon de l'agriculture, la dernière fois que j'y suis allée, il y avait un drone qui faisait ce boulot-là à la place de l'agriculteur et qui lâchait dans les parcelles des petites boules biodégradables qui
contenait la larve de cet insecte qui était lâché dans les champs. Et alors le gros avantage, c'est que ça peut, avec la technique du drone, on peut aussi travailler avec les cartographies des parcelles qu'on a et aller lâcher, alors que ce soit des larves ou que ce soit des produits phyto d'ailleurs, aller lâcher les traitements là où c'est nécessaire, avec des dosages extrêmement précis et nécessaires. Et tout ça concourt à une agriculture plus respectueuse de l'environnement, plus dynamique et plus performante. Et je suis toujours très fascinée par ces petits drones alors qu'on nous montre au Salon de l'Agriculture et qui ont vocation à survoler les champs. Je trouve ça très intéressant. La recherche continue, l'agriculture ne cesse de se réinventer. Pourquoi est-ce que vous avez des attraits particuliers pour ce domaine ? Pourquoi est-ce que vous avez été choisi pour prendre la vice-présidence au département ? Alors, j'ai été élue sur un canton très majoritairement rural, le canton de Bergenville. C'est un canton nord-sud au cœur des Yvelines et majoritairement dans sa partie rurale et donc agricole. Et après, pourquoi j'ai été choisie ? Alors, il faudrait demander à Pierre Bédier pourquoi il m'a choisie. Toujours est-il que j'ai grandi dedans puisque je suis petite fille, arrière-petite fille d'agriculteur et que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Même si je ne suis pas agricultrice moi-même. Mais vous aviez en tout cas la légitimité familiale. Le département des Yvelines est le deuxième département agricole d'Île-de-France, derrière la Seine-et-Marne. Alors que produit-on dans les Yvelines comme produit ? On produit beaucoup de choses, il y a une très très grande diversité, mais on est majoritairement un département qui produit de grandes cultures, donc céréales et oléoprotéagineux en majorité. On le voit d'ailleurs quand on se promène sur nos routes, qu'elles soient départementales ou pas d'ailleurs, on voit bien la prédominance des grandes cultures. Comment est-ce que quel bilan faites-vous du quinquennat Macron en matière d'agriculture ? La dernière loi votée, la loi Egalim 2, encadre les échanges entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs pour mieux protéger les agriculteurs. Aujourd'hui, sur le terrain, quel retour est-ce que vous avez de cette loi qui devrait rentrer en vigueur en 2023 ? Alors, on a cette idée de protéger l'agriculteur, elle aura duré pendant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron. Bon, c'est une bonne chose, hein, il fallait le prendre en compte. Il y a une première loi Egalim qui était visiblement insuffisante. On en fait une deuxième. Reste à savoir si elle sera elle aussi suffisante. Pour l'instant, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il manquait des décrets d'application, qu'il y avait un certain nombre de questions en suspens et toujours une inquiétude des producteurs pour savoir si ce sera suffisamment protecteur pour eux ou pas. L'idée, si j'ai bien compris, c'est de dire, et puis ça semble tellement logique, c'est de dire qu'il faut que celui qui produit soit rémunéré à la juste valeur de ce qu'il a produit et que ça couvre pas seulement ses frais de production, mais que ça lui permette aussi de dégager des marges qui lui permettent ensuite de vivre correctement et de réinvestir pour son exploitation. Ça semble extrêmement logique, en fait, ce genre de préoccupation marche pour toutes sortes d'entreprises. Aucun entrepreneur accepte de travailler à perte ou de rentrer juste à peine dans ses frais. C'est pas acceptable. Donc ça protège, ça a vocation à protéger les agriculteurs et à fixer le prix agricole, à le négocier et à ce qu'une fois négocié, il soit fixé et qu'il ne bouge plus et que ce soit satisfaisant. Maintenant, comment vont se passer les négociations ? Comment vont être négociés les prix ? Voilà, il y a encore beaucoup d'interrogations d'après ce que j'ai pu voir et comprendre. Des producteurs d'œufs manifestaient le 11 février dernier devant le siège de Carrefour, dénonçant la non-application encore de la loi Egalim 2. Les problèmes ne seront pas encore totalement résolus. On a souvent cette image de l'agriculteur qui fait grève, qui manifeste, qui est énervé. Est-ce que c'est l'image aussi que vous avez, vous ? Non, alors faire grève, non, il ne fait pas grève. Hein. Il ne peut pas faire grève, l'agriculteur. La loi Egalim, vous l'avez dit, c'est 2023, la Egalim 2, donc elle fonctionne. Il y a encore des choses à mettre en œuvre, rien n'est complètement figé encore. Ce que j'ai entendu, c'est qu'ils manifestaient parce qu'il y a une inquiétude, il y a une hausse du coût des matières premières et donc des coûts de production et une incertitude quant à la prise en compte de cette hausse dans les prix de vente de leurs produits après. Donc non, je pense qu'ils ont raison de se faire entendre. Après, je sais pas
pas là pour juger de leur méthode et de la façon dont ils le font, mais quand ils se font entendre, c'est qu'il y a vraiment un problème. Vous me demandiez tout à l'heure quel événement ou quel élément avait pu me marquer au Salon de l'Agriculture. Moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années. C'était pas au Salon de l'Agriculture, mais c'était une grosse manif d'agriculteurs qui allaient à Paris montrer leur mécontentement. Et bon, il se trouve que je les avais croisés dans l'autre sens sur la route, et c'était des centaines et des centaines de tracteurs qui allaient à Paris, et c'était extrêmement poignant, parce que c'était on sentait qu'ils en pouvaient plus, quoi. Ils exprimaient vraiment un ras-le-bol. C'est une profession, faut pas oublier ce qu'elle fait, cette profession. C'est quand même les agriculteurs, ils nous nourrissent, il en va de notre autonomie alimentaire. C'est quand même pas rien. On a tendance à l'oublier parce qu'on est grâce au ciel des générations qui n'avont jamais connu la guerre. Dans les années 50, quand on leur a demandé de produire, et s'ils produisent comme ils le font aujourd'hui, c'est parce que l'enjeu était de nourrir les petits Français et les grands, mais de nourrir la France et l'Europe. Aujourd'hui, on a un peu tendance à l'oublier et à avoir des réactions de personnes tout à fait privilégiées, qui n'ont jamais souffert de la faim, qui ont plutôt vu l'inverse, des excès alimentaire. C'était pas le cas autrefois, et il y a toujours le risque qu'un jour ça ne soit plus le cas. Donc il faut bien l'avoir en tête, et toutes ces négociations sur notre agriculture, c'est notre autonomie alimentaire qui est au bout du chemin, en fait. On entend souvent dire que l'agriculture est un tournant de son histoire, notamment pour prendre en compte les enjeux environnementaux. Est-ce que c'est votre vision aussi que l'agriculture change actuellement, est en train de se modifier, d'évoluer pour aller vers plus de bio, plus de verre. De verre, voilà, exactement. Un tournant, alors je ne sais pas si c'est un tournant, elle évolue. Je vous parlais des petites techniques de drone tout à l'heure. Elle peut s'appuyer sur la science, sur les nouvelles technologies, sur la recherche. C'est extrêmement important. On a toujours l'impression qu'on a une vision de l'agriculteur qui est le paysan avec sa fourche. C'est plus du tout ça, l'agriculture. C'est extrêmement technique, extrêmement à la pointe. Oui, elle doit prendre en compte ces évolutions sociétales et cette nécessité de préserver notre environnement, parce que c'est quand même un gros sujet, si ce n'est le sujet d'aujourd'hui. Elle a plus... Je sais pas si ce que j'aime pas dans le mot tournant, c'est que ça sous-entend qu'on va arrière tout ou qu'on prend complètement une autre direction. Non, l'enjeu reste le même. L'enjeu, ça reste de nous nourrir correctement, avec des produits de qualité et des produits dont on connaît l'origine, dont on sait comment ils sont fabriqués, etc. Donc je pense que plus qu'un tournant, elle est face à un champ de possibilités, pour rester dans la métaphore rurale avec le champ, un champ de possibilités infini grâce à tout ce que les nouvelles techniques peuvent nous apporter. Parce que quand bien même on continue à utiliser des phytos dans les champs, on le fait différemment, on le fait de façon plus ciblée, de façon plus légère. On n'est pas dans l'épandage massif, comme peut-être ça a été le cas autrefois. Encore une fois, pour répondre à une demande bien particulière. Il ne faut pas oublier d'où on vient dans les années 50 et ce à quoi on tend aujourd'hui. Chaque année, le département des Yvelines aide les agriculteurs à hauteur de 800 000 €. Alors, comment est-ce que vous utilisez cet argent et à qui est-ce que vous aidez justement? Est-ce qu'il y a des critères de sélection pour avoir ces aides? Quelles sont la vision de la politique des Yvelines en la matière? Qui on aide? Ça, vous l'avez dit, les agriculteurs. Je dirais qu'il y a 2 volets principaux dans notre politique départementale. On a 2 outils maison, si j'ose dire, des outils départementaux, un plan d'aide à l'investissement sur un certain nombre d'investissements qui ne peuvent pas être accompagnés par d'autres aides sur lesquelles j'y reviendrai après, on est partenaire de la région notamment, et un programme départemental d'aide aux projets d'intérêt local, qui là sont moins tournés vers des agriculteurs que vers des projets, des porteurs de projets qui peuvent être associatifs, mais avec en lien avec l'agriculture, absolument.
Et le deuxième volet de nos aides, c'est on participe au programme de développement rural qui est alimenté par des fonds européens et qui est géré par la région, et au programme Leader, au territoire Leader. Il y en a 2 dans les Yvelines. On a un Leader sur le plateau de Saclay et un Leader en Seine-Aval. Donc là, le département est partenaire sur un certain nombre de projets. Donc ça, ce sont les 2 volets principaux. On a aussi un fonds de soutien aux calamités naturelles, une aide à la protection intégrée du blé, mais les 2 volets principaux, ce sont ces 2-là. Après, ça reste des aides à l'investissement, donc à l'achat de matériel, à la construction de bâtiments. C'est assez divers. Nous, ce qu'on a mis en place au niveau départemental, on voulait que ce soit très souple, que ça réponde rapidement aux besoins des agriculteurs, et c'est quelque chose dont on reparle régulièrement avec les services du département et qu'on retravaille régulièrement. Quand on s'aperçoit qu'il y a un volet qui n'est pas suffisamment mobilisé, on essaye de savoir si c'est parce qu'il n'est pas connu par nos exploitants ou si c'est parce qu'il n'est pas attractif, auquel cas on essaye de réajuster. Le but, c'est vraiment de répondre à des besoins et une demande, et on accompagne tout type de projets. Alors, il y a un volet pour les projets diversification agricole, donc ça peut être la construction d'un hangar de stockage, l'acquisition de matériel frigorifique pour du maraîchage par exemple, tout ce qui est transformation également, quand des agriculteurs se lance dans de la transformation. Récemment, par exemple, on a accompagné un exploitant qui veut transformer du soja en tofu. On l'a aidé à acquérir du matériel pour cette transformation. Tout ce qui concourt également à utiliser moins de produits phyto, à retenir l'eau, à éviter l'érosion des sols. Après, je vous passe les outils et la technicité des outils utilisés. On a tout ce qui est agriculture de précision. C'est assez large, donc on est sur beaucoup d'actions en faveur des agriculteurs, mais toujours sur de l'aide à l'investissement. Vous avez parlé du programme Leader. Qu'est-ce qu'il signifie ? C'est quoi l'objectif ? Ce sont des... Comment vous résumez ça ? On a 2 territoires sur le département, portés à chaque fois par des associations qui montent des projets et qui répondent à un certain nombre d'actions. En fait, les porteurs de projets doivent répondre à un certain nombre de critères. C'est assez compliqué, la mise en œuvre de la chose. L'articulation, je crois, on va commencer du départ. L'articulation, c'est donc fonds européens qui basculent à la région et qui les dispatchent sur les programmes Leader, et donc 2 territoires éligibles avec des projets territoriaux tournés vers l'agriculture. Voilà. Et ça permet d'accompagner un certain nombre de projets. Alors souvent, ça peut être sur de la transformation, des projets liés qui utiliseraient de la farine locale, des produits locaux, toujours en lien avec l'agriculture et l'alimentation. Alors, parmi les projets soutenus, vous avez celui de Sonchamp. Grâce à la méthanisation, les agriculteurs peuvent produire aussi de l'énergie. C'est là aussi l'agriculture se réinvente aussi. Et vous pouvez nous expliquer un peu ce procédé ? Oui, bien sûr. Le méthaniseur de Sonchamp, ce sont 6 exploitations qui se sont réunies pour créer un méthaniseur. Alors, le méthaniseur, on enferme des déchets organiques qui, enfermés avec l'action des bactéries, produisent des gaz. C'est un peu ce qui se passe dans l'estomac de la vache, il me semble. Sauf que là, ça se passe dans une machine. Donc, Sonchamp, ça va produire du gaz, du méthane qui sera réinjecté dans le réseau. Et ça produit également, les méthaniseurs, ce qu'on appelle le digestat. Donc c'est le jus qui est le résidu de la méthanisation et qui peut ensuite être répandu dans les champs parce que c'est un fertilisant. Et c'est une énergie renouvelable. C'est une énergie renouvelable qui part après. Alors à Sonchamp, ça va alimenter la piscine de Rambouillet, l'hôpital et des logements.
C'est renouvelable, ça permet d'utiliser des déchets organiques qui seraient broyés probablement s'ils passaient pas dans le méthaniseur, et c'est dans une logique de circuit court total, c'est-à-dire qu'on injecte, on a les produits, on sort le biogaz qui va alimenter du chauffage ou de l'électricité localement, et on récupère les digestats qu'on réimplante dans les champs, dont les produits vont venir alimenter le méthaniseur. Donc c'est vraiment du circuit court, et un complément de revenus pour les agriculteurs par ailleurs. Ça crée un emploi. Voilà, non, c'est une belle réalisation. Et c'est tellement circuit court qu'il y a un autre méthaniseur avec lequel on travaille, qui est l'unité de méthanisation Trion à Carrières-sous-Poissy. Je ne sais pas si vous le connaissez. Là, c'est une petite unité de méthanisation qui récupère les biodéchets de nos collèges. Donc, ce n'est pas un projet qu'on a financé. En revanche, on travaille avec eux sur tout ce qui est biodéchets des collèges. Et alors là, ils réinjectent du gaz dans le réseau. Ils ont prévu d'installer une station pour recharger des véhicules électriques qui sont les véhicules qui iront chercher les biodéchets ou qui iront redéposer le digestat chez les exploitants locaux. Donc là, on est encore plus dans une logique de circuit court, c'est-à-dire que tout tient ensemble. Ce sont vraiment des beaux outils pour nos territoires, je pense. On a parlé d'énergie renouvelable, et concernant les éoliennes, on sait que c'est un débat qui revient dans la présidentielle. Les Yvelines sont plutôt en retrait face à ces projets. La Cour d'appel administrative de Versailles a mis un terme, a priori définitif, au projet de 4 éoliennes sur un plateau agricole dans la commune de Prunay. Pas de stratégie de développement d'éoliennes dans les Yvelines, donc ? Non, pas pour l'instant. Ça pose d'autres questions, les éoliennes. Nous, on s'est intéressé à la méthanisation. Oui, sur la méthanisation, en plus d'être un formidable outil pour nos agriculteurs sur des logiques de circuit court, je pense que ça va vraiment dans le sens de l'histoire. C'est la réflexion que je me fais à chaque fois que j'en vois un. Non, les éoliennes, non. On n'est pas positionné dessus. Alors, nous, on n'a pas la compétence énergie dans le département. Les méthaniseurs, on est sur nos politiques d'aide aux agriculteurs. Justement, un fonds est aussi dédié en cas de problèmes climatiques. Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous fassiez recours à ce fonds ? Oui, alors... La première fois que c'est arrivé, on a aidé nos agriculteurs dans l'urgence parce qu'il y avait eu un problème. Alors je crois que c'était des inondations, la première. Et on s'est dit, bon, il faut pérenniser le système pour être plus réactif. Et donc il est mobilisé. Il a été mobilisé pour des épisodes de grêle qui avaient impacté les arboriculteurs. Quand il y a des épisodes de sécheresse, voilà, il dépend du nombre d'agriculteurs. C'est quelque chose qu'on mobilise régulièrement. Ouais. Et probablement de plus en plus, parce que chaque année, il y a des épisodes un peu... Alors, qui ne touchent pas toujours toutes les cultures, qui ne sont pas toujours très médiatisés, mais ouais, on est de plus en plus confronté à des épisodes un peu catastrophiques pour certains pans de notre agriculture. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de fournir les collèges en produits locaux. La commune des Loges-en-Josas lance la création d'une ferme biologique qui, à terme, fournira les écoles environnantes. C'est ça aussi, le circuit court, c'est une tendance qui va se développer dans les années à venir. Oui, bien sûr. Les Loges-en-Josas, en plus, c'est un projet qui a été accompagné par les politiques départementales. Oui, à la fois, ça a du sens, c'est-à-dire que l'écologie, c'est aussi préserver l'environnement, c'est faire attention au bilan carbone. Quand on est vraiment sur ces logiques de circuit court, le bilan carbone, il est extrêmement réduit. On est sur une saisonnalité des produits. Voilà, manger de la tomate bio en hiver, quand elle est produite à l'étranger dans des serres, ou même pas dans des serres, mais à l'étranger, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'elle est bio, mais qu'elle a voyagé. Donc le coût pour l'environnement est important, même si elle est estampillée bio. Donc le circuit court, la saisonnalité, ça évite ce genre d'incohérence, je pense. Alors pour les collèges, comment ça se passe ? Vous dites à la société de gestion des restaurants de se fournir directement auprès des produits locaux. C'est vous qui faites le lien entre les deux ? Alors, on a créé une société d'économie mixte, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie délégation de service public parce que cette société, le département, siège au sein de son conseil d'administration. Ce qui nous permet d'avoir un œil sur les orientations qui sont prises, qui de toute façon avaient été fixées par le cahier des charges initial, qui fonctionnait comme un marché public, une procédure de mise en concurrence.
On avait des objectifs qui étaient fixés par ce cahier des charges et maintenant on vérifie qu'ils sont bien mis en œuvre. C'est pas nous qui allons les mettre en place, c'est le prestataire qui voit ça directement avec les producteurs. L'idée, c'est à la fois d'avoir des produits dans les assiettes de nos collégiens, d'avoir une juste rémunération de nos producteurs et pourquoi pas à terme, et même à terme, de prévoir de permettre à des agriculteurs de diversifier en faisant du maraîchage. Pour ça, il faut qu'ils puissent porter des investissements assez lourds qui vont avec. Il faut qu'ils soient d'accord qu'ils portent ces investissements. Et pour porter les investissements, il faut qu'ils aient la garantie. La garantie qu'il y ait un marché derrière. Qu'il y ait un marché derrière avec des prix garantis. C'est ça qui est encore compliqué à mettre en œuvre. J'espère que des textes comme la loi Egalim nous aideront à y parvenir. Parce que c'est pas juste entre le département et les producteurs ou entre notre opérateur et les producteurs. Pour finir, il y a aussi les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Les Yvelines en comptent pas moins de 65. Que pensez-vous de ces associations ? C'est dans la même idée ? Oui, c'est un débouché encore différent pour nos exploitants, surtout en maraîchage, qui répond à une demande de nos habitants. On a la chance dans le département des Yvelines et plus généralement en Île-de-France d'être dans un bassin de consommateurs très important et d'avoir les débouchés. Donc ça fait partie de ces logiques de circuit court. Je pense qu'il y a beaucoup de projets et de la place pour beaucoup de projets tout aussi différents qu'ils soient les uns des autres. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pauline Vinocourt-Lefebvre d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du conseil départemental des Yvelines. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.